BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Bienvenue dans Les Pionniers, avec cette semaine au sommaire le tête-à-tête avec un pionnier du web. Il a fondé Fotolia, qu'il a formidablement développé puis revendu pour plus de 800 millions de dollars à Adobe. Il a ensuite développé sa fibre d'entrepreneur d'idées. Il est devenu créateur de créateurs en fondant le startup studio eFounders, dont sont déjà sortis 3 licornes, Spendesk, Aircall et Front. Nous aurons l'immense honneur de recevoir Thibaut Elzière. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec 2 entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Annabelle Selam, la présidente de Nootropia, et Paul Lévy, le directeur général et cofondateur de Moduloop. Enfin, en dernière partie, comme à chaque fois, Fred répondra aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de bfmbusiness.fr. Et tout de suite, on commence avec le tête-à-tête avec Thibaut Elzière. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans Les Pionniers. Aujourd'hui, nous recevons Thibaut Elzière. Bonjour Thibaut. Bonjour Fred. Alors, on te décrit comme un entrepreneur d'idées. Ce que tu aimes, toi, c'est créer. Ton premier succès, c'était avec Fotolia, n'est-ce pas? Et tu es également un créateur pour les créateurs, puisque en 2011, tu as fondé le startup studio eFounders. Tu nous en diras évidemment plus qu'un mot. Tu as également investi en tant que business angel dans plus de 200 projets. Donc, tu sais ce que c'est que l'entrepreneuriat, tu sais ce que c'est qu'un entrepreneur. Tu les rencontres d'ailleurs toi-même. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va revoir ton parcours, mais surtout étudier ta manière de penser, tes émotions, tes ressentis, comment tu gères tous ces passages qui sont en fait des choses que tu fais pour la première fois, que souvent beaucoup de gens n'ont jamais faites. Et on aura quelques interventions de Stéphanie qui va nous parler de passages structurants dans ton parcours. Et on va explorer un petit peu la manière avec laquelle tu prends tes décisions dans la vie de tous les jours. Et on va commencer par le début. Waouh. Ouais, le début. Tu es un pionnier du Web 2. Et tu es né en 1979 et tu as grandi dans un petit village en Provence, Oreille. Dans les Alpilles. Dans les Alpilles. Au sud d'Avignon. Voilà. À quoi ça ressemblait ton enfance alors? Écoute, j'étais nu et je courais dans la garrigue. D'accord. T'as des photos ou pas? Parce que pas tu sais, on est à la exactement. télé, Non. Tu sais, à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de photos. Heureusement, il n'y a pas de gros dossiers. Non, écoute, enfance tout à fait heureuse dans un tout petit village de 1500 habitants et effectivement au milieu de la nature. Avec quand même un petit accès Internet, Infony en 95. Donc pas un troquet, pas une mobilette, mais Internet. Exactement, interdit les mobilettes, j'avais pas le droit. D'accord. Et tu te souviens d'ailleurs la première fois? Ça a peut-être sauvé la vie. Tu sais qu'à l'époque, en campagne en France, il valait mieux pas avoir une mobilette. Et puis en plus, tu avais Internet. Donc, alors tu te souviens la première fois où vous avez eu Internet à la maison? Je me rappelle d'Infony, je crois que c'était en 94 ou en 95. Et il y avait un grand chat, donc tu te connectais avec ton modem 36 000 beaux, je sais pas comment. 28K. Voilà, 28K. 36K. T'avais un 36K, toi. Je crois que j'avais un 36K. J'ai commencé avec le 14, puis le 28, 14, puis le 36. Ça s'est fait à peu près la même année. 56, et on était connectés à Infony. Et je me rappelle, il y avait un chat où tous les abonnés d'Infony étaient sur le même chat. Donc tu parlais avec tous les abonnés, on était peut-être quelques centaines. Et c'était le début d'accès Internet. C'est le moment où tu téléchargeais les trailers de films. Oui, il fallait attendre. Et ça monopolisait le téléphone familial. Oui. Alors pendant 36 heures, les parents étaient complètement... C'était la même ligne, évidemment. Oui. Et oui. Alors, tu as commencé ensuite tes études en économie à l'université Lumière à Lyon 2, puis tu es entré à Centrale Lyon, et c'est quand tu fais un projet pour l'école que tu prends conscience du potentiel justement d'Internet pour résoudre des problèmes. Alors, j'ai fait une prépa à Marseille, je suis rentré à Centrale, et en parallèle de Centrale, j'ai effectivement fait un petit DUG d'économie pour découvrir autre chose que l'ingénierie. Et c'est effectivement là que je me suis mis à découvrir l'entrepreneuriat, à découvrir l'Internet, grâce à une école qui était une école de commerce de l'autre côté de la route, qui s'appelait l'EM Lyon, et qui m'a fait découvrir la partie, je dirais, business de l'entrepreneuriat. Et alors, donc tu as créé ton premier site Internet qui s'appelait monsosie.com. Vous êtes tombé là-dessus. Oui, on l'a retrouvé. Alors, ça servait à quoi? Écoute, sans prétention, je crois que j'avais l'objectif avec monsosie.com de faire exactement ce que Zuckerberg avait fait avec Facebook. L'idée, c'était de déployer, donc pas sur Internet, mais sur le serveur interne de l'école. Et l'idée, c'était de récupérer le trombinoscope de tous les élèves et toutes leurs informations. Et je m'étais dit, à l'époque de l'Internet, on rentrait un peu n'importe quoi. Et je m'étais dit, la seule manière de faire en sorte que les gens rentrent
des bonnes informations, c'est de leur donner la possibilité de trouver quelqu'un qui leur ressemble. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de mentir, puisque si tu veux trouver quelqu'un qui te ressemble, tu as intérêt de rentrer ta bonne couleur de cheveux, ta bonne photo, ta bonne taille. Et du coup, je suis tombé un peu naïvement sur un site qui s'appelle Mon Sosie, que j'ai après déployé sur Internet et qui a eu son petit succès. Je crois qu'on a eu 30 000 membres. Et je l'ai vendu à l'époque, un peu avant de lancer Photolia, et ça a permis de financer un petit peu mon train de vie pendant quelques mois. À proprement parler. C'était le tout début du user-generated content, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs. Exactement. Et donc là, tu étais en plein dedans. Donc c'était ta première expérience de Web 2 ? C'était ma première expérience de Web 2. C'est un peu comme ça que j'ai appris à développer, en fait, à coder, parce qu'à l'époque, soit tu savais coder et tu lançais ton site Internet, tu lançais ton business sur Internet, soit tu ne savais pas et tu ne le faisais pas. Tu ne trouvais pas un CTO, un développeur au coin de la rue comme tu peux le faire aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça qui m'a fait... Et on en reparlera, mais c'est le fait d'avoir accepté des photos sur Mon Sosie et de pouvoir gérer ces photos qui m'a donné en fait l'idée un peu plus tard de Photolia. Bon, et alors en troisième année de Centrale, tu pars à Berlin et ensuite tu es en stage dans une grande entreprise. Tu fais quoi pendant ton stage ? Raconte-nous. Écoute, j'arrive, effectivement, j'ai fait on a le droit de citer les entreprises. Bien sûr. Stage chez Total, alors le truc qui m'emmerdait, genre fondamentalement, mais j'avais envie de rester à Berlin parce que c'est une ville incroyable et on était en 2003-2004, donc c'était le Berlin des grandes années. Et j'avais envie de rester sur place, et j'avais envie de continuer à faire la fête. Et j'avais négocié avec mon maître des stages le fait de pouvoir finalement coder, développer. À l'époque, on n'avait pas tous un ordinateur. En tout cas, je n'avais pas les moyens pour me payer un ordinateur. Et grâce à mon maître de stage et grâce à Total, j'ai pu profiter pendant les 6 mois de mon stage de fin d'études d'un ordinateur qui m'a permis en fait, d'écrire les premières lignes de code de Photolia. Alors, tu écris les premières lignes de code de Photolia, mais... tu vas quand même chercher un job juste à la sortie. Ça se passe comment, cette recherche de job ? Écoute, j'ai Photolia en tête, j'ai envie de lancer ma boîte, mais je suis rappelé à la raison par mes parents. Ma mère m'appelle un jour en me disant « T'es gentil, mon chéri, mais il va falloir que tu sois autonome, indépendant et que tu payes pour te débrouiller tout seul un peu. Pour bouffer. » quoi. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit « Waouh, il va falloir que je trouve un boulot. » Et j'ai commencé à déposer ma candidature à droite à gauche. Je suis tombé, j'ai été pris. Alors, j'ai eu pas mal de refus finalement parce que... un peu insolent, un peu... Ça se voyait déjà dans les lettres de motivation que tu étais insolent ? J'étais pas vraiment motivé ? Non, j'étais pas motivé. J'étais pas dedans, j'étais pas dedans. Et souvent, j'étais convié au premier entretien et souvent, ça se passait mal. Exactement, pas souvent au deuxième. Tu avais un bon CV, mais c'est à l'oral que... Exactement, ça passait pas forcément. Mais en fait, j'avais vraiment ce projet Photolia en tête et en même temps, le besoin et la nécessité, parce que j'avais pas de quoi finalement me nourrir, de trouver un job. J'ai trouvé un job finalement dans une boîte de conseil à Paris. Ça a duré 3 jours et je me suis fait virer au bout de 3 jours. Et comment tu t'es fait virer ? Écoute, j'avais imprimé le business plan de Photolia. Et le jour où je devais finalement, alors quand tu es consultant... Donc dès le deuxième jour, tu avais imprimé le deuxième jour au soir, j'avais imprimé le business plan de Photolia. Et le troisième au matin, alors que je devais commencer chez un client, tu sais, quand tu es consultant, tu dois commencer chez un client. Voilà, déjà, ça m'emmerdait parce que je devais partir à l'autre bout de Paris. Bref, je reçois tard le soir un coup de téléphone de mon manager qui me dit « Écoute, avant de partir chez ton client, passe au bureau à 8h30, je dois te dire quelque chose. » Et là, quand je suis arrivé, il avait dans les mains le business plan de Photolia et il m'a dit « Écoute, mon gars, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de faire ce pourquoi tu es venu nous rejoindre. Et nous, on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui n'est pas dedans. Donc, je vais faire ta période d'essai. » Je me suis retrouvé, je me rappelle, à 9h au milieu de Paris, au niveau exactement, je le vois en tête, près de la gare Saint-Lazare, et je me suis dit, allez, à nous deux, il va falloir que je lance mon business. Quoi. Donc, tu as passé à peu près 2 jours et 30 minutes à travailler pour quelqu'un d'autre dans ta vie. Et j'ai réalisé qu'à la fin, tu as quand même un solde de tout compte qui te permet de gagner un peu d'argent pour financer les 3-4 prochaines semaines. Quoi. Et donc, c'est là que tu lances Photolia. En 2004, Stéphanie va nous en parler. L'idée de Photolia, c'est une banque d'images libre de droit dans 23 pays en 8 langues. Avec votre associé Oleg Tchelzov, vous proposez des images et des vidéos de haute qualité aux internautes et aux professionnels pour illustrer sites web, pubs ou encore brochures. Très vite, le succès est colossal et planétaire. La barre des 4 millions de membres est franchie en 2008. La base de données compte 34 millions d'images et de fichiers. Et en 2014, vous vendez Photolia à Adobe pour 800 millions de dollars. Et pourquoi tu étais convaincu que ça allait marcher et comment tu as fait ?
Écoute, à l'époque, il existait des banques d'images professionnelles, ensuite des noms comme Getty ou Corbis, et ces banques d'images étaient alimentées par des photographes professionnels. Et moi, j'ai eu cette idée folle, un peu naïve à l'époque, de se dire, d'une part, qu'on allait pouvoir créer une banque d'images avec les photos prises par les amateurs, le tout un chacun qui avait un appareil photo numérique. Et j'avais aussi cette deuxième conviction que la qualité des photographies numériques allait être assez importante pour pouvoir être utilisée de manière professionnelle. Et c'est comme ça que je suis À arrivé. l'époque, c'était des appareils photo numériques, des vrais, c'était pas sur les téléphones. Ah non, c'était vraiment, l'appareil photo numérique, 3 millions de pixels. Je me rappelle qu'avec justement mon premier stage que j'avais fait un petit peu avant, le stage justement où j'ai rencontré mon associé Oleg Chelsov, j'avais gagné un petit peu d'argent et je m'étais acheté un petit Sony Exilim à l'époque, 3 millions de pixels. J'avais pris cette photo et je me suis dit, voilà, la photo numérique, c'est l'avenir de la photo. Et à ce moment-là, c'était pas du tout la norme et on te croyait pas. C'est-à-dire que les photographes classiques, argentiques, je veux dire, te riaient au nez quand tu leur disais que tu allais utiliser, que des photos numériques allaient être utilisées, je dirais, dans un cadre professionnel, quoi. Et alors, tu es en plein développement de Fotolia, mais en même temps, tu trouves peut-être que c'est pas assez déjà de créer une boîte en plus, avec le succès qu'on lui connaît par la suite. Tu montes Ziloc en même temps avec Marion Carrette et Gary Sige. Écoute, alors pas exactement en même temps, hein, je lance Fotolia, j'attends que la boîte soit sur un train, soit sur des rails. Et en 2008, effectivement, je me dis, waouh, personne n'a pensé à faire un eBay. eBay, c'était cette grande place de marché, un peu moins connue aujourd'hui, mais qui était très connue et très reconnue à l'époque, qui était une place de marché de tout, où on pouvait acheter et vendre n'importe quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un eBay de la location? Et c'est là, effectivement, où j'ai rejoint Marion et Gary, et j'ai lancé ça en parallèle de On te voit là, justement, en train très belle image. de parler de Ziloc.com pour louer ses objets. Donc là encore, c'est du Web 2 toujours, hein, c'est-à-dire du C2C, on va dire, enfin, du contenu généré par des utilisateurs et utilisé par d'autres, enfin, sous un mode un peu petites annonces, mais largement amélioré, évidemment. Et donc, tu vends Fotolia en 2009, donc 5 ans après la création, ce qui est quand même extrêmement rapide. Et puis en plus, ça reste une des plus grosses ventes de l'histoire des startups Web 2, puisque c'est 800 millions de dollars. Alors, ça a été vendu en 2014, 800 millions de dollars à Adobe. Entre-temps, on a fait 2 ventes à des fonds d'investissement. Ça s'est fait en plusieurs fois. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et la première vente, effectivement, la première fois où je touche un chèque de Fotolia, parce qu'on a vendu une partie de l'entreprise, c'était en 2009. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça change dans ta vie, ta vision de l'entrepreneuriat et ta compréhension de ce que toi, tu aimes et de ce que tu as envie de faire? Écoute, j'ai 30 ans à ce moment-là, quand je vends la première fois Fotolia. Je réalise plusieurs choses. D'une part, je touche un gros chèque. Je me rappelle une petite anecdote, pendant 15 jours après avoir reçu mon argent, j'avais peur de mourir. Et à chaque fois que je traversais la route, je regardais plusieurs fois à droite, à gauche pour être sûr de ne pas me faire renverser. Quoi, tu vois. Bon, j'en ai parlé à mon psy depuis, c'est réglé. Mais déjà, ça y est, maintenant, tu es relax par rapport à ça? Tu arrives à traverser la rue? Écoute, depuis j'arrive à m'en sortir et je suis content justement que ça se soit fait progressivement parce que ça a été la première fois où j'ai touché de l'argent. Puis après, à chaque vente de Fotolia, j'en ai touché davantage. J'ai eu beaucoup de chance de gagner beaucoup d'argent avec Fotolia, mais ça s'est fait progressivement. Mais je dirais que la fois la plus marquante, c'était ce moment où, je me rappelle, tu te connectes sur ton compte en banque, tu vois, ce moment dont, tout le monde rêve d'une certaine façon et que tu vois un chiffre qui dépasse... la taille du tableau, quoi, tu vois, et c'était un moment incroyable. Et je me rends compte aussi que ce que j'aime, et c'est pour ça un petit peu, tu parlais de l'aventure Ziloc, hein, ce que j'aime, c'est surtout lancer des boîtes et pas forcément les manager. Moi, je suis plutôt, tu le disais au départ, un entrepreneur d'idées. C'est marrant, c'est que ma mère utilise exactement le même terme. Je suis l'entrepreneur qui aime bien faire le 0 to 1, c'est-à-dire les premières années de la création d'une boîte, de l'idée finalement à la matérialisation de l'idée, et finalement manager ou faire tourner une boîte, ça m'intéresse un peu moins. Fotolia à ce moment-là cartonne, mais je décide de faire autre chose et de commencer à continuer à travailler avec Fotolia, mais en parallèle créer d'autres boîtes, et c'est comme ça que est né tout le reste. Et alors, donc, tu investis aussi beaucoup. Tu es quel genre d'investisseur? Quand tu vas chercher des projets, qu'est-ce que tu cherches en fait? Écoute, alors déjà, moi, en 2009, je me dis que j'ai... En fait, Oleg et Patrick Chassani, qui ont été mes 2 associés sur Fotolia, sont arrivés en tant que business angel et ont changé complètement la donne. C'est-à-dire que moi, je lançais une boîte, j'avais vraiment pas les moyens. Ils ont mis quelques centaines de milliers d'euros au départ, ce qui était énorme à l'époque. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut mettre des millions pour pouvoir un article dans la presse. À l'époque, ils ont mis quelques centaines de milliers d'euros, mais pour moi, ça a complètement changé la donne et j'ai pu me mettre à 100% dans mon business. Donc, ce que j'avais vécu pour Fotolia, je voulais le faire vivre à d'autres.
Ça, c'était une première chose, une des premières raisons. Et aujourd'hui, je continue à le faire parce que, d'une part, ça me permet de continuer à rendre, je dirais, à la communauté entrepreneuriale. Et d'autre part, et c'est une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est que ça me permet de découvrir plein d'autres sujets. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir, en mettant de l'argent dans des petits projets, à la fois des entrepreneurs, mais aussi des marchés, des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de créer, quoi. En 2011, tu rencontres Quentin Nickmans, qui, lui, a une idée. C'est quoi cette idée? Alors, Quentin, lui, Nickmans, qui est un Belge, qui est depuis mon associé, depuis maintenant 13 ans, a une idée de faire du crowdfunding. Lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était faire une plateforme où des entreprises peuvent lever de l'argent de manière un peu communautaire. Et moi, en tête, j'ai une idée de faire de la co-création de boîtes. Et de notre rencontre naît effectivement l'idée d'un nouveau modèle, qui est le modèle de Startup Studio, et cette entreprise qu'on créera ensemble pendant plusieurs années et sur lequel on travaille toujours, qui s'appelle eFounders. Stéphanie, eFounders. Effectivement, le principe d'eFounders, vous soumettez l'idée d'une start-up à des entrepreneurs, puis vous vous associez avec eux comme cofondateurs, vous les accompagnez en leur apportant capital humain, expertise, jusqu'à ce que la start-up soit opérationnelle et financièrement indépendante. En 11 années d'existence, eFounders a lancé 34 entreprises, dont 3 licornes, Spendesk, Aircall et plus récemment Front. Le portefeuille d'eFounders atteint aujourd'hui 2 milliards de dollars de valorisation. Voilà. 5 maintenant d'ici, avec les nouveaux chiffres de 2023. Donc on est 5 milliards de valorisation pour l'ensemble du portefeuille. Exactement, de toute la valorisation cumulée de toutes les boîtes qu'on a lancées avec eFounders. Alors il s'agit de créer, il ne s'agit pas de copier, c'est bien un studio qui crée des nouveaux concepts, des nouvelles boîtes. Comment vous faites pour trouver, c'est quoi les critères pour aller chercher des idées et puis les développer? Écoute, la question c'est comment est né eFounders. eFounders, c'est né, moi, du fait de vouloir lancer plein de boîtes et de chercher un modèle qui permettait en 10 ans, plutôt que de lancer une boîte, parce que ça prend 10 ans pour faire une grosse boîte, plutôt d'en lancer 30, quoi. Et ça vient du fait que pendant l'histoire de Fotolia, en fait, j'ai rencontré plein de problématiques, et en 2011, quand je pense à eFounders, j'ai 5 idées en tête de boîtes à régler, et donc je cherche une solution, un modèle d'organisation qui me permettra de lancer ces 5 idées. Et c'est comme ça qu'est né le concept de Startup Studio. C'est aussi pour ça que c'est souvent quand même des entreprises qui viennent résoudre des problèmes d'autres entreprises. Exactement. Oui. Exactement. Les 5 boîtes que l'on a créées chez eFounders au départ répondent à 5 problèmes que j'ai rencontrés pendant la vie et la création de Fotolia. Donc les premières boîtes qui ont été Textmaster, Mailjet, Mention, Front et Aircall, c'est des solutions à des problèmes très concrets que j'avais rencontrés pendant l'aventure Fotolia. Puis après, en créant ces 5 boîtes, en fait, on a découvert de nouveaux problèmes qu'on a réglés avec les 25 autres. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on crée nos idées, c'est qu'en créant des nouvelles boîtes, on se confronte à des nouveaux problèmes, et en se confrontant à des nouveaux problèmes, on les résout à travers des boîtes qu'on co-crée avec des entrepreneurs qu'on rencontre. Alors justement, tu parlais d'Aircall, on a une petite question pour toi de la part d'un des cofondateurs d'Aircall. Hello Thibaut, j'espère que tu vas bien et bravo pour ce petit passage sur BFM avec Fred. Écoute, petite question, on le sait, toutes ces dernières années, les entreprises ont passé leur temps à lever des fonds, beaucoup de fonds. La crise est en train de s'enfoncer dans le monde entier. Est-ce que c'est pas le moment de commencer à communiquer auprès des entrepreneurs que lever des fonds n'est pas une fin en soi et qu'on peut créer une entreprise de croissance sans nécessairement lever des fonds et en créant un modèle un peu différent que ce que les startups ont connu ces 10 dernières années. Voilà, allez, enjoy ce moment. Merci John. Écoute, c'est une excellente question de savoir si effectivement on peut créer un modèle d'entreprise qui ne soit pas financé. Moi, je pense qu'il y a plein de typologies d'entreprises qui n'ont pas besoin de fonds et on s'est un petit peu trompé dans les dernières années en finançant parfois avec du venture capital des entreprises qui n'étaient pas backables, en tout cas ou finançables par ce genre d'investisseurs. Par contre, moi je pense que dans le software, dans le logiciel, c'est de plus en plus compliqué, ça prend de plus en plus de temps pour arriver à créer un logiciel au standard d'aujourd'hui, qu'il faut à tout prix pouvoir le financer pendant 2, 3,
4-5 années. Et pour pouvoir financer une équipe de 20-25 personnes pendant 4 ou 5 ans, il faut un peu d'argent. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une longue vie pour le modèle de financement et j'espère qu'on trouvera encore des fonds pour pouvoir financer les grandes entreprises si on veut créer les leaders de la tech de demain en Europe. Oui, c'est l'investissement de départ qui est nécessaire parce qu'au début, effectivement, le projet n'arrive pas à gagner de l'argent. Il est encore en train d'investir sur sa solution, son produit, trouver son marché. Ça prend un peu de temps, quoi. Et donc ça prend de Quand on l'argent. prend les solutions de logiciels modernes qui arrivent sur le marché, on voit qu'elles prennent 4 ou 5 ans avant d'arriver avec une première version du produit qui soit monétisable. Et ces 4 ou 5 ans, il faut les financer d'une manière... Et on les finance, et en plus, c'est principalement pour financer les gens qui travaillent sur le projet. Hein. Exactement. On ne finance pas du marketing, on finance des équipes d'ingénieurs qui vont travailler, mais quand tu as payé 20-25 ingénieurs pendant 5 ans, ça coûte quelques millions d'euros. Tu viens d'annoncer la création d'Exa. Tu nous en parles un petit peu. Ça vient chapeauter eFounders et 2 autres studios. C'est quoi l'ambition ? Exactement. Écoute, on a créé eFounders pendant 10 ans. On a créé eFounders, c'est un modèle de startup studio. Et on a réalisé que ce modèle était plus ou moins fonctionnait bien. On a créé 34 boîtes, dont des succès. Donc vous avez parlé comme Aircall, justement, avec Jonathan, Spendesk et Front. Et on s'est dit qu'on voulait appliquer ce modèle à d'autres verticales. Donc il y a 2 ans, on a rencontré quelqu'un d'incroyable, un entrepreneur qui s'appelle Camille Tian, avec lequel on a créé un studio verticalisé autour de la fintech. Et puis récemment, on a créé le studio Logic Founders avec Florent autour du Web3. Et cette année, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin. On va créer Exa. Exa, on a quoi comme mission ? On va continuer à supporter nos studios pour créer des boîtes incroyables, 3 ou 4 boîtes par studio par an. Et on va créer des nouveaux studios. Donc, on va appliquer ce modèle de startup studio sur d'autres verticales, comme le climat, comme l'éducation, comme la santé. Et c'est ça Exa aujourd'hui, avec beaucoup d'ambition, l'ambition de créer plusieurs dizaines, vingtaines de boîtes par an, avec ce nouveau, une vingtaine de boîtes par an. Là, tu passes de 3-4 avec eFounders par an à entre 10 et 20. Exactement. On était à 3-4 il y a 2 ans. Cette année, on va être à 8 boîtes grâce au nouveau studio Logic Founders et Free Founders dont on vient de parler autour de la FinTech et du Web3. L'année prochaine, on sera à 10 et d'ici 2 ans, on devrait être à 15-20 boîtes dépendant du nombre de studios qu'on crée. L'idée, c'est de démocratiser une nouvelle forme d'entrepreneuriat qu'on appelle, on pense que le modèle de studio vient en fait offrir un nouveau modèle d'entrepreneuriat qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif, qui dit que finalement, qui vient renverser un petit peu le modèle qu'on connaît depuis le début de l'humanité, qui est le fait que des gens se lancent tout seuls et finalement lancent une boîte pendant 2 ou 3 ans tout seuls. Nous, on change le modèle. On part du principe que le jeu collectif prévaut devant l'action individuelle et qu'on sera meilleur à créer des boîtes à plusieurs. Oui, c'est d'ailleurs aussi une réponse aux galères du début de Fotolia que tu as connu, où tu étais quasiment tout seul. Exactement, je pense que... Exactement. Et là, maintenant, tu as créé un collectif pour qu'en tant qu'entrepreneur, quand on démarre, on se sente un peu moins seul et qu'on soit accompagné. Alors, mais tu n'as pas le FOMO quand même de ne pas suivre, de ne pas tout faire. Enfin, là, tu vis plusieurs vies d'entrepreneur, en fait, grâce à tous ces projets-là. Mais donc, tu ne fais pas toutes les histoires. Alors, c'est une manière de vivre plein de vies, en fait. Exactement. C'est très frustrant, hein. Effectivement, quand un projet part, l'idée, c'est qu'au bout de 18 mois, un projet sorte du studio. Et évidemment, c'est de lui laisser totale liberté parce qu'on veut que les projets, les entrepreneurs aient leur propre vision, leur propre culture, leur propre ADN. Donc, on n'y touche plus. Mais c'est un petit peu frustrant. Mais je me rattrape par ailleurs sur le fait de découvrir plein d'autres projets. On a quelques images d'un de tes nouveaux projets. Il y en a plein. Il y en a un qui est assez visuel, qui s'appelle Gamma. On va voir quelques photos de Gamma. Tu nous en dis un mot. Et puis ensuite... on passera à la conclusion. Alors, Gamma, qu'est-ce que c'est ? Waouh ! Alors, Gamma, c'est une 3D, hein, puisque ça ne s'est pas encore passé. Écoute, Gamma, ça n'a rien à voir avec eFounders ou Exa. Hein, c'est un projet perso. Moi, il y a 20 ans, j'ai fait un mémoire sur la propulsion photonique, sur les voiles solaires. Et je me suis fait un petit plaisir, il y a 2 ans, m'associant avec 2 personnes. Et on lance notre projet de voile solaire. C'est-à-dire qu'on va déployer d'ici quelques jours en orbite, dans l'espace, une voile qui sera poussée, je dirais, par les photons du soleil, quoi. Et l'idée, c'est d'arriver avec une alternative avec la propulsion qu'on connaît déjà, la propulsion chimique, en créant une voile qui soit, je dirais, propulsée par le soleil. Très bien. Alors, pour conclure, une petite question inattendue. Est-ce que tu t'es déjà ennuyé plus d'1 heure dans ta vie ? Non. Et écoute, je mériterais de m'ennuyer davantage. Très bien. C'est mon objectif pour 2023. D'accord, c'est très sain. Merci beaucoup Thibaut. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.